Bonjour et bienvenue au podcast Her Next Chapter. Je m'appelle Birgitta et je suis passionnée par l'humain et les histoires de vie. Et dans chaque épisode, je discute avec des femmes qui m'inspirent. Des femmes comme vous et moi qui abordent le changement avec curiosité, vision et détermination. Bienvenue Cécile pour cet épisode du podcast Her Next Chapter. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Tu es psychologue et psychothérapeute à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais parler avec toi du syndrome du nid vide. Mais tout d'abord, Cécile, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs. Si. Bonjour Birgitta. Alors, je me présente. Je suis Cécile, je viens de Suisse. J'ai grandi à Genève. J'ai fait mes études de psychologie à Genève. Et je suis venue à Bruxelles quand j'avais plus ou moins 25 ans. Donc, ça fait quand même 30 ans que je suis ici. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des enfants. Et donc, tout de suite, j'ai envie de dire que le syndrome du nid vide, c'est une question que je connais bien depuis le début de ma pratique, puisque les enfants grandissent, deviennent adolescents et quittent la maison. Et j'ai surtout une fonction de thérapeute de famille. Donc, je suis thérapeute de famille, je vois des familles, mais même si je ne vois pas des familles, je suis souvent avec ce regard particulier qui est une thérapeute de famille, du système familial, et qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui favorise la traversée de différents cycles de vie, dont celui du nid vide. Et je consulte en privé, donc j'ai un privé ici à Bruxelles, et je travaille aussi dans un service public, qui est un service de santé mentale, et qui me permet de croiser un peu tous les publics, différence autant de l'âge, du niveau socio-économique. Je travaille avec des publics divers et variés, et autant maintenant avec des enfants qu'avec des adultes et des adolescents. C'est un peu ma clinique. Merci Cécile. Moi j'ai envie de raconter comment nous deux on s'est connus. Donc je t'ai connue dans ta pratique privée. Et en fait, voilà, je cherchais un accompagnement dans cette phase de nid vide que j'ai connue également. Et en fait, je me suis tout d'un coup rendu compte que quand mes enfants étaient économiquement indépendants, que ça créait un vide intérieur en moi, comme si un sens qui a été là pendant beaucoup d'années disparaissait. Et c'était une phase de changement, un peu comme un deuil que j'ai ressenti, une tristesse, et je me disais, tiens, ce rôle parental que j'ai connu exercer pendant autant d'années et qui m'a aussi construite à voir disparaître, donc finalement m'a obligée de faire face à moi. Et donc j'avais besoin d'aide pour prendre la hauteur et pour comprendre ce qui était en train de se jouer en moi. Et donc voilà, je t'ai connue, Cécile, et tu m'as beaucoup aidée dans cette phase. Donc moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce phénomène du nid vide et que tu nous expliques un peu plus sur cela. Je dirais que le syndrome du nid vide, c'est vraiment un cycle de vie. Il faut vraiment le voir comme une période, une étape à traverser. Et évidemment, avant de parler d'une étape à traverser, c'est une épreuve à traverser pour tout le monde. Alors évidemment, moi, je vais te parler de ma place de maman, de femme, de thérapeute, mais j'exclus pas du tout, et j'en parlerai un petit peu, mais le syndrome du nid vide, il est vécu par des papas aussi, bien sûr. Il est vécu par des grands-parents, il est vécu par des enfants, particulièrement les derniers de la fratrie, ceux qui restent à la maison et qui voient leurs frères et sœurs partir un à un. Mais donc, c'est une période, comme tous les cycles de vie, où on doit faire des choix, se redéfinir. On doit prendre le temps de faire autrement. Et c'est souvent ça qui est difficile. Alors évidemment, pour une femme, il y a plein de choses concomitantes. Il y a le fait de perdre ce rôle de maman, il y a le fait que c'est une période se passe en même temps que la période de ménopause. Donc ça vient regrouper différentes choses qui fait que pour une maman, pour une femme, c'est quand même une période qui est avec beaucoup de changements et beaucoup de perte de sens,
besoin d'être rassuré, besoin de trouver, de se reconnecter à des désirs propres, hein. On a souvent mis, de côté nos désirs, on n'a pas pris soin de soi. Enfin, des choses qui sont un peu clichés, mais qui néanmoins restent vraies pour beaucoup de femmes. Et j'ai envie de dire que ce cycle de vie, bah, il se passe, parfois violemment, hein, parfois des enfants quittent, brutalement la famille, parfois ça se fait de manière progressive. Je pense par exemple aux étudiants qui font des stages Erasmus, qui partent, quelques mois à l'étranger et donc qui permettent aux parents de s'habituer progressivement au fait que leur enfant, un jour, ne sera plus là. Et puis, il y a, des familles qui se séparent jamais, ça aussi, hein. Le syndrome du nid vide où l'enfant part, mais il s'installe à 200 mètres de la maison des parents ou téléphone 8 fois par jour à leur maman. Enfin, tout ça existe. Évidemment, quand je raconte tout ça, il n'y a pas de jugement. Hem, je veux dire, toutes les configurations sont possibles, mais néanmoins, j'ai envie de dire que paradoxalement, si on fait bien son boulot de parent, l'enfant, il s'envole quand même. Il vole de ses propres ailes, il fait sa propre vie et il n'est plus dépendant de nous. Et effectivement, ça va redéfinir complètement les relations qu'on a avec nos enfants et heureusement, de manière souvent très positive, car on n'est plus le parent qui décide, on peut découvrir d'autres facettes de nos enfants. D'ailleurs, par exemple, quand on est invité pour la première fois chez nos enfants, c'est une étape qui est très réjouissante de voir que notre enfant a fait à manger, qu'il a préparé la table, qu'il nous accueille. C'est des petits moments qui sont très gratifiants. Donc voilà, le syndrome du nid vide, c'est beaucoup, beaucoup de facettes, hein. Il n'y a pas de prêt-à-porter. Il n'y a pas de mode d'emploi, comme dans toutes les séparations, comme dans tous les deuils. Pour certains, ça se fait plus facilement que d'autres. Pour d'autres, et c'est cela que je vois évidemment en thérapie, c'est très compliqué. Toi, tu es aussi maman. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Alors le syndrome du nid vide, j'ai envie de dire que moi je l'ai moyennement vécu. Bien sûr que je l'ai traversé, mais j'en ai pas tellement souffert. Pour plusieurs raisons. D'abord, le papa de mes filles et moi-même sommes séparés depuis longtemps et donc j'ai envie de dire l'étape de vivre seule 1 semaine sur 2 a été plus compliquée pour moi que le départ de mes enfants. Et ça s'est fait progressivement. Ma fille aînée est partie 1 an en Suède, qui a été une année assez, difficile parce que c'était aussi le Covid. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette même année-là et c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais étonnamment, du coup, mon attention n'a pas été focalisée sur le départ de ma fille, mais aussi sur cette année bizarre qu'on a tous traversée, qui était l'année du Covid. Et puis, elle est revenue et bizarrement, j'étais pas si contente que ça qu'elle revienne. Elle non plus d'ailleurs. Elle n'était pas si satisfaite que ça parce que je pense qu'on a un peu loupé le coche qu'elle revenait, mais plus comme la petite Louise qu'elle avait été comme avant, mais comme une colocatrice, j'ai envie de dire. Et donc, ça a été une année très bizarre qu'on a vécue toutes les deux, on en reparle souvent, mais pour moi, elle était déjà partie et elle, dans sa tête, était déjà partie. Et donc aujourd'hui, elle vit à l'étranger, elle va bien, elle est très heureuse. Et pour la deuxième, ben, j'ai envie de dire, ça s'est fait aussi progressivement parce qu'elle a vécu tantôt chez son père, tantôt dans un code, tantôt elle revenait un petit peu. Mais finalement, le plus grand départ, ça a été le départ de ma fille aînée. Et ça m'a permis, moi, de me sentir très soulagée parce que j'ai beaucoup, beaucoup donné dans mon rôle de maman, trop probablement, comme beaucoup de femmes, hein. Ce rôle de maman, on s'efface, on oublie de prendre soin de soi, on oublie, à quoi on est connecté et du coup, moi, je me suis vraiment reconnectée à différentes choses que j'avais mis mais complètement de côté pendant toutes ces années où j'ai été maman
Et d'ailleurs, je pense vraiment, en réfléchissant, je me dis, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise au début de mon rôle de maman, écoute Cécile, n'oublie pas de garder un petit espace pour prendre soin de toi, pour faire des choses qui t'appartiennent et qui ne soient pas toujours tournées vers tes enfants. Voilà. Mais je l'ai traversé et les choses vont bien. Mais je réalise vraiment que j'ai eu de la chance que les choses se passent progressivement. Et je pense que ça, c'est une des choses qui permettent de traverser plus facilement et aussi évidemment d'être accompagnée. J'ai beaucoup de chance, je connais beaucoup de monde, je suis très entourée et ça c'est aussi quelque chose de précieux quand on traverse tous les cycles de vie, mais particulièrement celui-là. Merci pour ce partage. Et donc, tu as déjà fait allusion à quelques pratiques qui t'ont aidé et je trouve que ce serait intéressant, voilà, d'entendre quelles sont des, des clés qu'on peut utiliser dans cette phase si justement on la vit pas de manière aussi entre guillemets fluide. Comment est-ce qu'on peut naviguer dans ces eaux de changement? Comment est-ce que tu accompagnes les personnes que tu vois dans ta pratique thérapeutique? Alors la première chose que je dirais, c'est que c'est vraiment important d'accepter que c'est une épreuve. Comme dans une séparation, quand les parents viennent me voir en me disant « mais on veut tout bien faire pour que la séparation se passe bien pour nos enfants », oui, mais vous ne ferez jamais l'économie de la souffrance de l'enfant. Il va souffrir, c'est normal. J'ai envie de dire que le syndrome du nid vide, c'est un ressenti mêlé de nostalgie, de tristesse, de peur aussi, hein. Et c'est important d'accepter qu'on doit traverser ça. Et que dans ce moment-là, c'est important de pouvoir en parler avec ses amis, avec sa famille, c'est l'occasion de mettre des mots, mais surtout de pas refermer trop vite cette porte-là parce que sinon on va garder un ressenti négatif, du ressentiment contre nos enfants, on va peut-être leur en vouloir. Et donc la première chose, c'est vraiment de s'autoriser, c'est légitime de ressentir cette tristesse et comme dans tout un changement de cycle de vie, c'est un deuil qu'il faut faire, mais pour quelque chose de nouveau qui sera aussi très positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie de dire que c'est important d'installer des nouvelles routines, des nouveaux rituels, parce que les choses vont pas se faire naturellement. Et quand un enfant part, même tout proche, c'est important peut-être de se dire qu'une fois ou plusieurs fois par mois, on installe une routine où on se voit, où on prend un temps où on mange ensemble, où on fait des choses ensemble, mais de le ritualiser. C'est toujours plus facile de ritualiser les choses parce que ça demande moins d'énergie que d'improviser 3 jours avant, puis on n'arrive pas à trouver des dates, et puis on interprète, on se dit, ah voilà, il s'en fout, il veut plus me voir, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc c'est moins sujet à interprétation si on installe les choses. Mais il faut pas installer évidemment des choses qui sont pas possibles à tenir, mais une fois par mois, ça dépend un petit peu des possibilités de chacun. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Et puis enfin, je pense que ce que je dis souvent à mes patients, c'est oser, oser faire des choses autrement, oser faire des choses pour soi, oser en parler aussi, hein. Souvent, on a l'impression qu'on est un pas très bon parent que de commencer à dire qu'on est triste, qu'est-ce que les autres vont penser? Ben non, c'est quelque chose de humain, d'universel, tout le monde traverse cette étape-là dans toutes les cultures du monde. Je pense que s'il y a bien une chose qui est universelle, c'est tous ces cycles de vie. Et ça peut passer aussi par des choses très concrètes. Je pense à la chambre de notre enfant. Alors j'ai une amie qui me partageait le fait que quand ses enfants sont partis de la maison, elle a attendu à chaque fois 3 mois avant de réussir à retourner dans la chambre de son enfant. Tellement c'était difficile. C'est un exemple. Il y a des parents qui vont tout de suite
réaménager la chambre, la transformer en chambre d'amis, en bureau ou en autre chose. Et à l'inverse, il y a des parents qui vont laisser ces chambres comme un musée qui, 20 ans après, seront exactement les mêmes que quand l'enfant avait quitté le nid. Et donc là aussi, il y a des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on va faire des affaires de notre enfant? On va pas les laisser là tout le temps. Est-ce qu'on garde certaines choses? Est-ce qu'on jette d'autres choses? Voilà, c'est l'occasion de redéfinir aussi l'espace de vie dans lequel on a grandi. Parfois, ça peut être un déménagement, ça peut être... Mais donc concrètement, il y a des choses qui se transforment également. J'aime beaucoup les différents conseils que tu donnes ici et j'ai envie de dire le fait de oser parler de cette situation qui rend triste, qui perturbe. Pour moi, je n'étais pas claire pourquoi je me sentais triste parce que d'un côté, j'avais une grande fierté de voir l'indépendance Bien sûr. de mes fils, à quel point ils réussissaient bien. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, la tristesse s'y mêle? C'était comme s'il y avait un paradoxe en moi. Et puis, à force de le sentir, ce paradoxe, je me disais, il faut que je parle à quelqu'un parce que je me sentais vraiment dépourvue d'informations, de moyens. J'avais entendu ce nid vide, mais bien sûr, quand on le ressent, on le expérimente très différemment, on le vit très différemment. Et le fait d'en parler, comme souvent, est évidemment une clé importante, surtout à quelqu'un qui sait de quoi on parle. Cette même amie qui m'a raconté qu'elle avait eu tellement de mal à retourner dans la chambre de ses enfants m'a aussi raconté que son fils, qui est parti de la maison, avait toujours laissé une partie de ses affaires chez eux, chez elle, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'au fond, c'est souvent le cas, nos enfants sentent ça et essaient de nous protéger, et ça, on voit beaucoup en thérapie de famille. Et donc, par exemple, laisser une partie de ses affaires chez ses parents, c'est aussi une manière de dire je suis pas tout à fait partie. Il y a encore un peu de mes affaires. Ça, c'est dans la version non pathologique. C'est une manière bienveillante de prendre soin de ses parents. Mais évidemment, en thérapie, c'est pour ça que l'importance de parler, c'est toujours la même chose. Ça paraît un conseil tellement basique et pourtant, quand on ne parle pas de ce qu'on ressent, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des systèmes familiales où l'enfant ne peut pas partir. Et donc ça, c'est des cas pathologiques où l'enfant, c'est le moment de la réto, il rate ses examens, il fait tout en sorte d'arrêter le système parce qu'il sent que ses parents ne sont pas prêts pour son départ. Tout ça se fait de manière inconsciente, bien sûr, mais c'est une manière de préserver le système familial et donc on est très attentif en tant que thérapeute à ces signes qui sont souvent portés par les enfants, les derniers de la famille, qui ne peuvent pas prendre leur envol parce qu'ils sentent que la souffrance ou les blessures des parents sont telles que partir risquerait de bousculer le bien-être de leurs parents. Alors, je pense à des familles monoparentales où c'est évidemment beaucoup plus difficile pour un enfant de quitter le parent seul, où le risque, c'est qu'il y ait un effondrement interne du parent. Si je quitte ma maman avec qui j'ai vécu toute ma vie tout seul, bien entendu que je vais devoir faire ça en prenant très soin de la relation parce que sinon, moi, je vais pas pouvoir partir. Et c'est souvent dans ce cas de figure-là que des personnes viennent chercher l'aide de thérapeutes pour mettre un peu de tiers et essayer d'arriver à pouvoir contenir cette séparation. Mais donc le repli sur soi de la personne, que ce soit les enfants ou les parents d'ailleurs, ou un arrêt, ce sont des signes qui doivent nous éveiller, nous mettre en alerte en nous disant: «Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ce serait pas en lien avec ce syndrome du nid vide?» Merci. Je sais que tu avales les livres et donc si ce chapitre de vie aurait un titre dans un livre, quel serait, d'après toi, le titre? Moi, je dirais, du point de vue de la maman et de la femme que je suis, j'appellerais ce chapitre «La vraie vie», car je crois qu'enfin, une fois qu'on a
accompli notre mission, qu'on arrive à un âge respectable, qu'on a fait beaucoup de choses dans notre vie, c'est un moment où on peut prendre le temps de se regarder vraiment, de regarder ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait aussi, mais où au fond, pour moi, la voie la plus heureuse, c'est celle d'être vraiment soi, d'être la plus authentique possible, sans chercher à se cacher. Il n'y a plus besoin de se cacher. Il n'y a plus besoin de mettre dans le placard toutes ces choses qu'on n'a pas voulu voir. C'est parfois aussi un moment où on se confronte à des vieux fantômes, à des vieilles histoires, à des vieilles blessures. Mais c'est nécessaire de le faire parce que c'est un bon moment pour faire ça. C'est un moment d'intégration qui nous permet de continuer sereinement et de faire encore beaucoup de choses. Mais donc la vraie vie, c'est vraiment ce que j'ai vécu moi dans ma pratique professionnelle, mais dans ma vie à moi aussi. Je pense que j'ai rarement été aussi heureuse que depuis que mes enfants ont quitté la maison, pas parce qu'elles ont quitté la maison, mais parce que je trouve que j'ai réussi à trouver un équilibre pour moi que j'avais jamais réussi à trouver avant. C'est aussi mon expérience, donc suite à l'accompagnement que j'ai eu, prendre le temps à découvrir qu'est-ce qui importe maintenant pour moi dans cette phase de vie, sans ce rôle parental qui absorbe et qui prend beaucoup d'énergie et de temps. Il faut vraiment creuser profondément, en fait, dans ses émotions, dans son essence, dans les profondeurs de son être, j'ai envie de dire, de ses valeurs, de sa personnalité, pour trouver des réponses à ça et pour trouver ce qui est vraiment en résonance avec soi-même. Oui, tout à fait. Et je pense que, comme tu dis, il n'y a pas de prêt-à-porter. C'est vraiment important de se dire que ce qui a marché pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour soi, parce que nos vies sont différentes. Nos rôles en tant qu'enfant sont différents, en tant que maman sont différents. Et donc, effectivement, ça demande un peu un travail, hein, comme j'ai envie de dire, pour traverser toutes les épreuves de la vie. C'est un moment où on doit faire autrement, oser faire autrement. Ça fait peur. On essaie, tout ne marche pas du premier coup. Mais petit à petit, si on se remet en mouvement, je pense que c'est ça le mot important, c'est d'être en mouvement, de pas rester immobile. Immobile avec ses peurs, immobile en se disant mais non, ça sert à rien. Mais oui, si, c'est important de bouger, de faire des choses différentes et aussi surtout de pas imaginer que ce sont des grandes choses, hein. Parfois des petites choses suffisent tout à fait à pouvoir nous aider aussi. Et comme je disais, aller parler, se rejoindre avec des amis qui traversent la même chose, papoter ensemble, et puis en parler à nos enfants aussi, hein. Faut pas imaginer que c'est facile pour eux aussi. Je pense que c'est le partage de se dire: «Bah, tiens, moi, ça m'a fait penser quand tu es partie, je me suis sentie un peu seule». Bah, souvent les enfants aussi, hein, peuvent dire ça ou des frères et sœurs ou et en tant que conjoint, je pense qu'on n'a pas du tout la même réalité. Comme je le disais, moi, mon ex-compagnon, il a beaucoup souffert du départ de nos filles, plus que moi. Moi, je me suis dit, que c'était, bah, parce qu'au fond, moi, j'ai probablement dans ce couple-là, dans mon couple, j'ai eu une place beaucoup plus importante dans l'éducation au quotidien de mes enfants, qui fait que j'ai beaucoup plus sacrifié de place et ça m'a fait du bien. Voilà. Donc le syndrome du nid vide, ça doit pas être un tabou, pas du tout, c'est une réalité et c'est vraiment une étape importante dans la vie parentale. Et comme tu l'as bien dit, c'est une étape complètement paradoxale. Parce que si on a bien fait les choses, nos enfants s'envolent et finalement, ils vont pas tourner leur tête en arrière. On doit un peu rappeler que c'est important pour le maintien des liens de mettre des choses en place. Mais au fond, eux, c'est pas qu'ils sont égoïstes, mais ils vont pas tellement y penser. Ils vont mettre toute leur énergie sur leur couple, sur leur vie, sur leurs enfants. Parfois, ils oublient un petit peu les générations du dessus, mais c'est parfaitement normal. Et donc, effectivement, quand les choses se passent pas bien, on aurait tendance à se dire mais au fond, ils pensent pas à moi, ils m'oublient. Mais non, on a bien fait notre travail et ces enfants, ils sont partis. Et donc
Je crois vraiment que c'est ça qui est toujours un peu compliqué dans ces cycles de vie, c'est qu'au fond, on est toujours, comme tu le disais très bien, avec des sentiments très ambivalents. Est-ce que j'ose demander à ma fille d'aller la voir, sachant qu'elle a déjà beaucoup d'activités? Ben oui, bien sûr. C'est important que je lui dise qu'elle me manque. Ça veut pas dire que je vais l'appeler 8 fois par jour et que je vais l'empêcher de vivre sa propre vie. Mais voilà, on est dans des paradoxes, hein, comme souvent dans la vie. Oui, et puis c'est aussi un moment d'accepter les limites de nos enfants, parce que j'ai peut-être envie de les voir et ils vont me dire: «Non, là, cette semaine, ça n'arrange pas», parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres activités et de continuer à communiquer, de ne pas mettre en question le lien et la qualité du lien. Oui, et quelle curiosité aussi de découvrir comment nos enfants vont vivre leur vie, parce qu'au fond, on découvre qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour nous, qu'on a réussi à leur transmettre, et on est fiers de ça. Et à l'inverse, d'autres choses qu'on n'avait pas du tout imaginées et qui font partie de la personnalité de notre enfant, de leur façon de vivre, et qui sont pas forcément en adéquation avec nos systèmes de valeurs, mais on doit aussi accepter ça. Heureusement, ils ont leur personnalité propre, ils peuvent faire des choses à leur façon, de manière créative, sans se sentir obligés de d'avoir pris avec eux toutes les valeurs de leurs parents. Et donc ça, c'est aussi une découverte. C'est le plaisir de découvrir comment ils font eux. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Et je trouve aussi c'est une phase où on se redécouvre de adulte à adulte, où on montre peut-être d'autres facettes de notre personne qui n'étaient pas encore présentes, en tant que maman et papa, et ça leur permet à eux aussi de nous redécouvrir autrement. Souvent, ils nous perçoivent d'ailleurs dans ces moments-là parce que, comme tu dis, on est plus en tant qu'adulte à adulte. On peut aussi parler de certaines fragilités ou des choses qui ont été compliquées pour nous que eux n'avaient pas du tout perçues en tant qu'enfants ou adolescents. Et ça leur fait du bien de voir qu'on est aussi imparfait, qu'on a aussi traversé des choses difficiles, qu'on n'a pas toujours été le parent fort qu'ils avaient imaginé, et qu'on est des humains. Et que si eux traversent des choses compliquées, bah qu'au fond, leurs parents aussi a traversé des choses compliquées. Et ça peut être aussi un moment, alors souvent c'est avec l'arrivée des enfants, mais même s'il n'y a pas d'enfants, je pense de pouvoir dire, bah tiens, au fond là, ça va pas dans mon couple, ou je me sens seule, ou ben c'est des choses qu'ils peuvent partager avec leurs parents, bien sûr, ou pas. Mais en général, quand on arrive à une relation encore plus authentique, on arrive à une complicité qui est très différente de celle d'être parent et enfant. C'est quelque chose qui est précieux, qui est très particulier, une espèce de d'accordage entre enfants et parents sur un autre mode, un mode plus vrai. Et je pense que quand on arrive à cette étape-là, alors on est vraiment satisfait des 2 côtés. Il y a quelque chose de très fort qui se dégage dans la relation. Merci Cécile. J'ai envie de clôturer notre épisode avec cette belle vision d'accordage dans cette nouvelle authenticité que toi tu appelles la vraie vie. Je trouve ça très juste, l'accordage, et j'ai quand même envie de dire que nos enfants restent nos enfants pour toute la vie. On retrouve du temps, on retrouve des désirs, on retrouve beaucoup de choses, mais à l'intérieur de nous, on a toujours une part de nous qui reste disponible pour nos enfants, ça ne disparaît pas, bien sûr, hein. On croit parfois que, tiens, c'est le moment où ils quittent la maison et on va enfin pouvoir se libérer complètement de ce rôle. C'est pas tout à fait vrai. Nos enfants, on reste leur maman toute la vie. Et c'est chouette aussi, bien sûr. Très chouette. C'est un lien tellement fort qui sera là pour toujours. Bon, merci Cécile. Ça m'a fait très plaisir d'avoir tes expériences, aussi tes conseils sur ce sujet-là. Et j'espère que ça pourrait aussi inspirer d'autres femmes. Peut-être il y a aussi des hommes qui écoutent le podcast, mais en tout cas qui peut inspirer les personnes qui écoutent sur leur façon de gérer cette phase et surtout de oser en parler et de trouver un accompagnement, du soutien
si jamais ils se sentent aussi perdus dans cette phase-là, comme je l'ai pu être, cette phase où il faut traverser et se renouveler. Exactement, tout à fait et ne jamais rester seul et surtout ne pas se replier sur soi. Belle journée, Cécile. Bonne journée à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à me suivre et partager. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et hernextchapter.info.